Botreau était un homme modeste, simple, qui avait des convictions et les défendait courageusement souvent. C'était vraiment, je vous assure, un personnage. Il avait horreur du clinquant, ce n'était pas un battleur d'estrade. Les discours de Botreau étaient, à mon avis, un régal intellectuel. Mais il faut dire qu'à l'époque, j'étais un grand admirateur d'Anatole France. C'était le gars qui analysait. C'était un élément qui analysait, c'était pas le tribun. Mais il avait un esprit d'analyse particulièrement développé. Moi, j'ai toujours été impressionné par la tranquillité de cet homme, sa modestie, sa simplicité et la profondeur de ses vues. Il était tout à fait, je dirais, un bon métallurgiste qui a fait son travail comme il le fallait et assez satisfait, non pas de sa réussite, mais de la réussite de son action. Et je crois que ça, c'est des qualificatifs, ma foi, dont tout le monde peut lui avoir gré, hein, en dehors du fait que, je rappelle qu'il a toujours été du côté de la liberté, ce qui n'est pas toujours facile. Il est déjà à la retraite, hein, il est déjà à la retraite depuis un moment. Je crois me souvenir ça que c'est le congrès de Vichy. La salle Botreau, c'est d'ailleurs la salle la plus politique, puisque c'est celle de la commission exécutive, c'est celle où on délibère. Voilà, c'est celui-là où c'est peut-être plus visible. Mais maintenant, et en fait, il y a juste le format de la table. On ne peut pas vous faire mieux. Hein. Vincent Botreau, donc, qui est décédé avant 1538, mais on n'a pas des dates plus précises, qui est donc l'ancêtre le plus ancien qu'on a pu retrouver. Émile, c'est celui qui a construit la maison où on se trouve, là, tonnelier à Baule, père de Tancrède, tonnelier à Baule, que j'ai connu, père de 3 enfants, Roland, donc mon père, Élise, décédée à 20 et quelques années, et donc Robert Botreau, qui est né le 22 février 1901, ici à Baule, dans cette maison. Ici, Robert Botreau, son frère Roland, son père, Tancrède, sa mère, Louise. Depuis le début du calvinisme ici, toute la famille a été protestante, jusqu'aux parents, donc jusqu'à mon arrière-grand-père. Et je crois que le grand-père Tancrède, donc le père de Robert, a dû être un petit peu élevé dans la religion. Et puis après, tout ce qui était temple et tout a disparu, et tout ça, ça s'est dilué. Et le grand-père Tancrède était plutôt libre penseur que protestant. Il n'y avait plus de religion. Par contre, il était franchement anticlérical. Robert Botreau obtient son certificat d'études à l'école primaire de Baule. Il devient ensuite ajusteur mécanicien à Beaugency et adhère au syndicat des métaux. En 1923, il est secrétaire adjoint du syndicat au parc automobile des établissements militaires d'Orléans. On a encore un vieux permis de conduire les automobiles à pétrole, permis qui lui a toujours servi pour circuler d'ailleurs. Il dit que quand je présentais ça aux flics, il me disait « Ah, ben on n'en voit pas souvent des comme ça ». Robert Botreau et sa femme Hélène. À Villeneuve. Oui, à Villeneuve. C'est le beau-père de la mariée, c'est-à-dire beau-père. Il y a eu un c'est celui qui était maraîcher, non? Robert Botreau contribue au renforcement de l'influence de la CGT dans le Loiret. Il est vite repéré par la direction confédérale pour ses qualités d'organisateur et d'animateur. Jo, qui, ma foi, avait l'habitude de fréquenter le Loiret, m'avait remarqué, d'ailleurs, je vous ferai voir une photo tout à l'heure, remarqué Botreau, et lui a demandé de monter à Paris pour remplacer. Botreau était à ce moment-là secrétaire général de l'UD du Loiret. Botreau s'est trouvé confirmé comme secrétaire confédéral, et avec la fonction dont disposait la Pierre, c'est-à-dire le rapport avec les unions départementales. Un confédéral chargé des rapports avec les unions départementales, c'est pour aller là où il y a des difficultés, ou faire quelquefois des réunions, mais enfin, c'est ce qu'on appelle le gars qui est à la disposition. Quand Jo allait, lui,
présidait un congrès, il se faisait accompagner par Bottereau. En 1940, Robert Bottereau n'accepte pas la dissolution de la CGT par Vichy. Il circule en France sous le faux nom de Quéré. Il se prononce nettement contre la Charte du travail. Le 17 avril 1943, il participe au Péreux à la reconstitution de la CGT. Il passe dans la clandestinité en octobre 1943 et anime le syndicat clandestin jusqu'à la Libération. Officiellement, il reste domicilié à Beaugency. Quelqu'un de Beaugency était toujours à l'arrivée des trains pour surveiller, donc des gens qui étaient en cheville avec les Allemands, pour surveiller les arrivées des trains de Paris et tout ça, et lui, il le savait, ça. Mais le viaduc avait été démoli, et les trains arrivaient tout doucement sur le viaduc. Et lui, il sautait du train avant de passer sur le viaduc, donc quand le train arrivait en gare à Beaugency, il n'y avait pas de Robert Bottereau dans le train. Il était sauté avant. André, le fils de Robert Bottereau, est soigné pendant la guerre dans un sanatorium proche d'Orléans. Il a eu peur que les Allemands le retrouvent suite à la présence de son fils dans ce sanatorium. Donc il a retiré le fils du sanatorium, il l'a amené ici chez ses parents. Et puis évidemment, il n'y avait plus de soins après. Puis, de toute façon, ça se serait peut-être produit de la même façon, et le fils est décédé ici. Bottereau a été beaucoup marqué par la résistance, et surtout parce que il a perdu un fils à 20 ans. Et je crois que ça a marqué toute son existence. À la Libération, Robert Bottereau fait partie du bureau et du syndicat confédéral qui se réinstalle à Paris, dans les locaux de la rue Lafayette. De nombreux syndicalistes le rejoignent. Et puis j'apprends le 23 août que Paris était libéré. Moi, je me suis dit, Paris libéré, il faut que je monte à Paris. Il faut bien que je prenne contact avec le sommet. Alors donc, je suis arrivé à Paris. Je vais au 213 rue Lafayette, puisqu'on m'avait dit que c'était là le siège. J'arrive au 213, dans le hall d'entrée, il y avait des mecs en armes, là, mitraillettes en bandoulière. Il y a un type qui m'accoste, qui me dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Je dis « Je suis nouveau secrétaire du DD du Maine-et-Loire. »« Ah bon ? Frachon, tu vas le voir, c'est le deuxième. » Je dis « Non, c'est pas Frachon, je viens voir moi. Je viens voir un nommé Robert Bottereau. » Alors il a commencé à faire la gueule et il m'a dit « Cinquième !» Alors évidemment, autour de Benoît Frachon, il y avait tous les FTP, les mitraillettes sur le côté, les folkloriques. Alors je monte au 5e, des bureaux désertés. Les confédérés avaient bien du mal à s'imposer devant la mouvance de pénétration des communistes. Et puis j'arrive dans le bureau de Bottereau, je me présente, je ne l'avais jamais vu. Alors on a commencé à bavarder, et puis il m'a signalé, tiens, ton ex-responsable du Maine-et-Loire, je viens sans doute de lui sauver la vie, parce que j'ai rencontré dans le couloir, il était encadré par des FTP et la mitraillette sur les reins, et puis j'ai réussi à leur faire comprendre que valait mieux le remettre à la police que plutôt lui faire un mauvais sort. Alors c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Bottereau dans son bureau. Nous avons tenu une réunion à Nancy en 1946 et c'est à cette occasion que j'ai été désigné comme responsable du groupe des Amis de Force ouvrière du territoire de Belfort. Alors, les groupes des Amis de Force ouvrière avaient été créés à l'initiative de Bottereau et de Veillon pour lutter à l'intérieur de la CGT unifiée contre l'influence communiste. Nous avons tenu 2 réunions des groupes des Amis de Force ouvrière. Une au début de novembre 1947 et l'autre les 18 et 19 décembre. Celle du début novembre 1947, c'était dans une atmosphère très tendue naturellement, et nous avons écouté 2 discours, un prononcé par Jouot, l'autre par Bottereau. Et tous les 2, chacun à leur manière, ont expliqué que certes, on ne pouvait pas contester le caractère néfaste du comportement des communistes, mais qu'il fallait encore tenter de redresser la situation par l'intérieur. Jouot notamment a fait un discours qui était poignant, en expliquant qu'il ne fallait pas casser la CGT. Je ne sais pas si vous avez le bouquin, le drame confédéral, là. Sa conclusion est qu'il fallait constituer, se battre à l'intérieur de la CGT. Les 18-19 décembre 1947, c'était tout à fait différent.
Et c'est alors que, contrairement à la réunion précédente, la majorité des militants avaient, au fond d'eux-mêmes, tiré les conséquences de la situation. Et malgré le discours de Jouhaud, celui de Bottereau était d'une tonalité déjà différente, et je m'étais entretenu quelques instants avec lui avant la réunion du 18 décembre, et il m'avait dit en privé que c'était perdu. Alors, ce qui a été déterminant, je crois, c'est l'intervention de Carpentier, qui était à l'époque secrétaire de l'Union départementale du Pas-de-Calais. Et il a exposé ce qui s'était passé dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais, où les communistes avaient fait preuve d'une extrême brutalité. Et l'état d'esprit s'est alors complètement retourné. Alors ce sont là les Carpentiers et autres qui montaient à la tribune en disant on a 50 000 mineurs derrière moi, les autres avaient 20 000, tout le monde avait des tas de mecs derrière eux, et puis il fallait casser la baraque. Et la scission a été votée à une énorme majorité. Je me souviens toujours du titre de François à l'époque, éclatement de la CGT, et je vois toujours Jouhaud, il avait un béret, et il était accoudé sur un radiateur dans un coin de la salle, incontestablement très malheureux. Voici le premier numéro, édité après la scission. Léon Jouhaud annonce qu'il n'est pas candidat au poste de secrétaire général. C'est Robert Bottereau qui assume cette fonction. Bottereau était secrétaire général. Il faut assez tout début, à sa naissance. C'est lui qui a mis en place les fondations de l'organisation. Et dans des conditions souvent difficiles, que moi j'ai connues aussi à l'UD de la région parisienne. La CGT de l'époque ne nous faisait pas de cadeaux. Moi, quand j'allais faire des réunions dans les entreprises pour créer des syndicats IFO, je sais comment j'étais reçu quelquefois. Avec des briques, par exemple. Ça n'était pas simple de mettre en place une organisation à partir de quoi? De quelques militants, de peu de choses. Nous étions considérés comme des scissionnistes en France par la CGT. C'est nous qui étions partis. Donc, mettre en place une organisation, créer de toutes pièces une organisation, la faire devenir représentative, au plan national et au plan européen, au plan international. C'était une tâche redoutable. Et c'est Bottereau qui l'a accompli. C'est sur les réseaux de Bottereau que les choses se sont créées. Qu'on le veuille ou non, il a trouvé le moyen d'avoir... Il avait, on dirait maintenant le terme moderne, une garde rapprochée. Il avait des liens avec des militants syndicalistes qui avaient été ses amis pendant la Résistance, et avec qui il avait passé les épreuves difficiles et les épreuves pénibles, et qui avait une confiance absolue entre eux. C'est pas simplement eux vers lui, mais lui vers eux aussi. C'était tout à fait remarquable, et toute une série de militants qui sont maintenant disparus, sur lesquels il s'appuyait, et sur lesquels il a monté l'organisation. C'était pas facile. Partir à zéro et essayer de refaire une organisation interprofessionnelle dont la finalité serait de refaire la grande CGT, parce que c'était quand même ça le point d'aspiration, c'était une organisation où tout le monde puisse se sentir à l'aise. Il était obligé de convaincre les organisations syndicales européennes que, ma foi, sa démarche est une démarche fondée, parce qu'il avait une peur. L'antise, c'était clair, c'était qu'un jour ou l'autre, la CGT étant liée au Parti communiste, le Parti communiste étant très important, à la fois, pourquoi ne pas penser jusqu'à dire un jour la satellisation? C'était quand même ça, son obsession et ce dont il avait peur. En fonction de quoi, il a fait des conférences, il est allé partout. Il est allé en Suisse, il est allé en Belgique, il est allé en Italie, il est allé expliquer à des gens qui ne pratiquaient pas obligatoirement la scission, pourquoi il faisait la scission. Et pourquoi il pensait, lui, que en faisant la scission, il donnait une image du syndicalisme pour sauvegarder le syndicalisme indépendant, le syndicalisme libre. Le grand terme était à l'époque le syndicalisme libre, ce qui fait qu'il apparaissait comme un militant sincère, un activiste de la classe ouvrière, mais qui était opposé au communisme. Donc, sans l'appui
morale, et pourquoi pas le dire, même matérielle, ce qui est tout naturel, des organisations internationales libres, démocratiques. EFO n'existerait pas. Est-ce que la CGT à l'époque se privait de recevoir de l'argent d'Union soviétique? Sûrement pas. Alors pourquoi avoir reproché souvent à Force ouvrière d'être à la solde des Américains, ce qui n'était pas vrai? Car Botero était un homme totalement indépendant. Totalement indépendant, je le dis bien. À l'intérieur de l'organisation syndicale, il avait une organisation, il constituait une organisation comme il l'avait souhaité. C'est-à-dire avec toute une série de sensibilités, on dirait maintenant, de manière moderne, un patchwork de gens qui avaient des engagements personnels différents. Et justement, ce qu'il reprochait à la CGT, c'était de s'aligner sur la décision du Parti communiste et de ne pas laisser aux autres le droit d'exister. Alors lui, au contraire, il y avait, au risque, mais parfois ça partait un peu dans tous les sens, le monolithisme n'était pas une position, je dirais, habituelle. Il y avait, à Force ouvrière, il y a toujours eu des débats de pensée très ouverts, hein, on sait toujours, et encore maintenant, les uns s'affirment et n'hésitent pas, etc., etc. Et il avait ceci de particulier, c'est qu'il savait se battre pour défendre ses idées, les imposer. Et puis après, quand il avait gagné, il savait tendre la main à ceux qui étaient battus. Certains disaient, on va battre un tel, et lui était le premier à dire, attendez, si nous voulons que notre organisation soit ce que nous désirons qu'elle soit, c'est-à-dire le réceptacle de toutes les pensées militantes, eh bien, un tel a sa place comme les autres. Pardonnez-moi, d'ailleurs, c'est une ligne de pensée que je partage. C'était au moment de l'expédition de Suez. Le hasard a voulu que je me trouve dans le bureau de Botero. Et Botero s'engueulait avec Guy Mollet en lui disant « Tu peux me dire ce que tu voudras, mais on ne résout jamais les problèmes par la guerre. » La fin de la guerre d'Algérie a pesé beaucoup sur notre organisation syndicale. Nous nous trouvions avec des divisions internes assez fortes qui eurent des répercussions au sein du bureau confédéral, avec 2 secrétaires confédéraux qui ont dû partir, Lafont et Le Bourg. Et Botero a dominé cette situation avec, je dirais, une clairvoyance extraordinaire et un courage. Parce que c'était pas seulement une question de clairvoyance, c'était une question de courage. Et il me dit, j'ai tenu à manger avec toi, en tête à tête, parce que je voulais te prévenir de quelque chose. Je dis, ah bon? Il me dit, il va y avoir le CCN à Amiens, et j'ai l'intention de me prononcer pour l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, moi j'étais déjà engagé dans cette bagarre. J'avais des liens particuliers, notamment avec Messali Hadj, j'étais avec le MNA. Donc il m'a dit, je souhaiterais que tu m'appuies au CCN. Au CCN, quand il y avait un vote, je représentais 13 voix sur 150 environ, c'était pas beaucoup. Je lui dis, mais tu penses que c'est de bonne guerre que je prenne position, parce que disons, tu vas avoir du mal à faire admettre ça. Au comité confédéral d'Amiens en 1956, Botero a déclaré à la tribune du Congrès, il ne faut repousser aucune solution, pas même celle de l'indépendance. L'indépendance. Il venait de prononcer un mot que jusque-là, personne n'avait osé prononcer. À l'époque, dans le meilleur des cas, on parlait d'autonomie interne. C'était très courageux. D'ailleurs, le lendemain, la presse faisait des grands titres. Il y eut, bien sûr, à l'intérieur de FO, des mouvements divers, car il y avait quelques anciens va-t-en-guerre. Et ils ont même menacé Botero de le mettre en minorité. Botero courageusement a résisté. J'ai été l'initiateur d'une manifestation
sans précédent, sauf à la Libération, de la nation à la République, avec pour thème défense de la République. Pourquoi? Parce que si vous vous en souvenez, le général de Gaulle refusait de se présenter devant le Parlement pour être élu président de la République. Et moi et d'autres amis, nous avons considéré que c'était en fait un coup d'État. C'était un coup d'État. L'unité de la région parisienne a donné à 100%. On était en tête de cortège à la manifestation avec la grande pancarte. D'ailleurs, j'ai encore les photos, je ne les ai pas portées là. Vive la République. Bon, vive la République, il y avait presque 1 million de personnes. Après cette manifestation, d'ailleurs, le général de Gaulle a quand même été influencé. La preuve, c'est qu'il est allé devant l'Assemblée nationale. C'est ce que nous voulions. Et puis après, il y a eu les autres incidents. Bon, il y a eu d'une part l'écrasement des MNA, à la fois par le gouvernement et puis par le FLN. Bottereau demande donc un entretien au général de Gaulle et prévient son secrétariat que son intention était de parler avec lui de la guerre d'Algérie. Nous arrivons à l'Élysée, le général nous reçoit à 3h pile, je m'en rappelle, dans son bureau sur lequel il n'y avait aucun papier, juste un bloc de papier vierge et un porte-plume. Et puis, il commence à nous féliciter pour notre action syndicale, considérant que ce que nous faisions était très constructif, etc. L'entretien a duré 1 heure. Et puis, le général de Gaulle nous raccompagne à la porte de son bureau, et avant qu'on se serre la main, Bottereau très courageusement lui dit « Mon général, vous n'avez pas voulu qu'on parle de la guerre d'Algérie. Mais ça existe, mon général. Il y a des fils d'ouvriers qui vont se faire tuer. Et pourquoi ?» Un moment de silence assez pesant. Et le général répond « Monsieur Bottereau, messieurs, ce n'est pas moi qui ai fait la guerre en Algérie. » Et Bottereau du tac au tac lui répond « Non, mon général, mais on vous a appelé pour l'arrêter. » Alors, le général observe un nouveau silence, encore plus pesant que le premier. Et là, je cite encore textuellement, et il nous dit « Messieurs, j'ai fait ma propre conversion sur la guerre d'Algérie. Le difficile maintenant est de la faire faire aux autres. Je vous remercie. » Nous descendons l'étage de l'Élysée et nous croisons dans l'escalier un ministre du gouvernement de l'époque. Le ministre du Travail, pourquoi ne pas le dire? Je ne donnerai pas son nom, il sera facile à retrouver. Lequel me dit « Louette, vous pouvez pas m'attendre un petit moment, je dois être reçu par le général qui m'a appelé, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé entre vous et lui. » Je dis « Oui, d'accord, pas de problème. » Bon, je lui dis à Bottereau me dit « Bon, bah, écoute, je m'en vais, moi tu restes là. » Et puis je reste dans le salon. Oh, il se passe 5 minutes. Et le ministre redescend. Alors il me dit, Louette, ben, je lui dis, mais dites donc, vous avez rencontré le général? Ben, il me dit, oui. Ben, je lui dis, dites donc, ça a été rapide. Ah, il me dit, oui. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben, il me dit, je me suis assis, puis le général m'a regardé droit dans les yeux en me disant, Monsieur le ministre, j'espère que vous êtes d'accord avec la politique du général de Gaulle. Et moi je dis au ministre, et qu'est-ce que vous avez fait? Ben, il dit, j'ai répondu oui. Et puis le général m'a dit, ben, je vous remercie. Et je suis sorti. Et moi je lui raconte l'heure d'entretien que nous avions eue. Et l'anecdote que je viens de vous citer. Et ce ministre me dit, Louette, vous venez de vivre un moment absolument historique. Vous êtes les premiers à savoir que le général va changer de politique à l'égard d'Algérie.
quand l'OAS est né, je me suis rappelé de mon passé de résistant. Je me suis rappelé de la guerre d'Indochine. Je me suis rappelé de l'indépendance des pays africains. Bon, il y avait une ligne directrice. Et je suis donc entré en lutte ouverte et clandestine contre l'OAS. Un soir, lorsque je bavardais avec Robert, je lui dis, tu sais Robert, je dois t'avouer que je me suis engagé, mais je n'engage pas l'organisation, je me suis engagé moi, personnellement, dans des actions contre l'OAS. J'avais monté plusieurs organisations, plusieurs réseaux anti-OAS. Alors il m'a dit, écoute Roger, je suis très heureux de ce que tu fais. Franchement, c'est bien. Je te reconnais bien là, t'es courageux. Continue. Mais, dans l'intérêt de l'organisation, je ne le sais pas. Le souvenir que j'ai de Botero, c'est que c'est le souvenir d'un homme cultivé, autodidacte, puisque c'était un ouvrier d'origine. Botero, il était comme moi. Bon, mais à l'époque, dans le mouvement ouvrier, on lisait beaucoup. On lisait même beaucoup plus que certains aujourd'hui qui se veulent des intellectuels. Et Botero avait une très grande culture, beaucoup de talent. Le grain à moudre, la notion de convention collective, la notion de contrat, celui qui a porté ça en premier, il s'appelle Botero. Dans le domaine des nationalisations, par exemple, Botero avait trouvé cette formule. Je souhaite que les sociétés nationalisées soient gérées selon les règles coutumières de l'industrie et du commerce. Et Botero a même eu des mots très durs pour condamner la politique des revenus, avec un mot dont je garantis l'authenticité. Il faut rejeter la politique de la mangeoire individuelle. Je me souviens notamment d'avoir fait un voyage en Hongrie, quelque temps après les difficultés qu'il y a eu à Budapest, je vous rappelle, et il désapprouvait ce voyage, puisqu'à l'époque, la position de l'organisation, c'était surtout pas d'unité d'action avec la CGT communiste, sinon les gens ne comprendraient pas pourquoi nous nous sommes créés par réaction. Et nous étions quelques-uns, pour des raisons diverses, à penser que l'unité d'action, ma foi, nous rendait plus forts, et etc. Et je suis donc allé en Hongrie, et ça s'est su. Et un jour, Botero m'a fait savoir qu'il désirait me rencontrer. Je me suis donc rendu voir le secrétaire général de la Confédération, personnage important s'il en est, un petit peu dans, comment pourrais-je dire de manière populaire, j'étais dans mes petits souliers. Eh bien, je n'ai pas eu l'observation. Je me suis assis, il a parlé, il m'a demandé un peu ce que j'entendais du militantisme, ce que je pensais de l'organisation, ce que je faisais. Il voulait mesurer mon ambition militante, c'était ça qui l'intéressait. Non pas pour savoir, il savait pas du tout, et moi non plus d'ailleurs, qu'un jour ou l'autre je viendrais secrétaire de la Confédération, c'était pas ça le problème. Mais ça l'intéressait de voir comment un jeune qui venait dans l'organisation, comment je réagissais, etc. Et à la fin, in fine, en partant, il m'a montré le journal L'Humanité, il m'a dit « Et ça, tu crois que c'est intelligent ?» Ces deux photos, c'est mes débuts à la Confédération. Elles datent de 1959, l'année où j'ai été élu, et la première année où j'ai accompagné Robert Botero au BIT à Genève. Vous voyez Robert Botero ici, moi à côté. Botero était très estimé sur le plan international. Il avait même une certaine auréole. Il était respecté. Il éprouvait beaucoup d'admiration pour Jean Monnet. Jean Monnet venait d'ailleurs le voir assez souvent au 198 avenue du Maine. Botero siégeait au comité d'action pour les États-Unis d'Europe et j'ai pris sa suite quand il est parti. Quand a été signé l'accord instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA,
Bottereau a écrit un éditorial où il qualifiait l'événement d'une véritable révolution, étant donné que pour la première fois, on plaçait sous une autorité supranationale les matériaux qui étaient symboliquement supposés alimenter les armements, les guerres, c'est-à-dire le charbon et l'acier. On parle de Bottereau comme étant un de ceux qui avaient trouvé le moyen de défendre toujours fondamentalement le BIT, les normes internationales, et d'essayer de faire que le nombre de ratifications soit de plus en plus grand. Il allait convaincre par lui-même les gens. Il allait voir les ministres des pays intéressés, et il savait faire savoir en disant, vous savez, là, ça mérite une condamnation. Si vous vous engagez à faire ceci, si dans 2 ans on peut faire potentiellement vérifier que ça a évolué, eh bien voilà, nous allons prendre telle formule, etc., etc., etc. Il n'était pas l'homme de la conciliation sur les principes, il était l'homme de la conciliation sur la forme. Et ça lui a donné un crédit qui dépasse l'homme. Je vous dis, y compris maintenant, on dit encore, d'une certaine façon, il y a quelques juristes qui disent, si Bottereau était là, il nous trouverait la formule. J'ai été très malheureux lorsqu'il a décidé, de son plein gré, de partir. De son plein gré. Personne n'avait demandé son départ. Ce qui prouve d'ailleurs la qualité de l'homme, c'est lorsqu'il est parti, moi je n'étais pas d'accord pour qu'il s'en aille. Je pensais qu'il pouvait rester encore. Et je m'en suis ouvert et il m'a dit, tu sais, aujourd'hui, je peux partir, volontairement. Demain, vous me demandez de rester, et j'aurai plus la force de dire non. Il dit, je veux partir maintenant. 23 novembre 63, son discours d'adieu. Et il s'est exprimé d'une façon sobre, laissant en quelque sorte aucun testament, sinon celui de la défense de la liberté. La démocratie vaut bien, mes camarades, qu'on se batte pour elle. La liberté, c'est cela, et après, c'est aussi la tolérance. Il pensait qu'il y avait 2 personnes qui étaient susceptibles de lui succéder. L'une qui avait son choix, qui était Bergeron. Une autre qui était un petit peu plus connu que Bergeron, plus affirmé, c'était Vantégeol. C'était celui du Conseil économique. C'était lui qui avait un certain rayonnement extérieur à l'organisation, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas d'influence dans l'organisation, il avait l'influence dans l'organisation. Et puis il y avait aussi d'autres camarades, dont notamment Roger Louette. Moi, je peux vous dire, l'entretien que j'ai eu, bon, il m'a dit, vois-tu, Roger, tu es capable de me succéder. Tout à fait. Tu as maintenant toutes les qualités pour cela. Mais voilà. Il y a 2 hiatus. Le premier, c'est ton âge. Tu es trop jeune. Et je ne me sens pas en mesure d'imposer ta candidature au secrétaire d'UD et de fédération, puisque c'est eux qui élisent le secrétaire général et le bureau confédéral, qui sont tous tes pairs. Et puis le deuxième, c'est que tu es trop bon vivant. Alors ça s'est terminé que Bottereau a vu Vantégeol et Bergeron. Ils ont discuté ensemble, vraisemblablement, je n'étais pas là, vraisemblablement des avantages et des inconvénients de chacune des candidatures. Et il a dit, eh bien, il y a l'avenue du Maine, vous sortez l'avenue du Maine tous les 2, vous montez l'avenue du Maine, vous revenez, et quand vous revenez, vous me dites celui que vous avez choisi. Ça, c'est la façon de faire. Mais je crois qu'il avait parié sur quelque chose. Et ça n'est pas dire du mal des militants que de dire ça. Celui qui était le plus déterminé, c'était Bergeron. Moi, j'ai été élu à ce moment-là quasiment à l'unanimité. Bien que je suis venu avec une réputation un peu de gauchiste, c'est très singulier. Mais ça venait aussi du temps de l'affaire d'Algérie. Et il a fallu que Bottereau puisse convaincre ses amis que je n'étais pas tout à fait ce qu'ils imaginaient. Bergeron l'invitait régulièrement au CCN, c'est-à-dire
les réunions que nous avons tous les 6 mois à l'intérieur de l'organisation où on fait le point sur les revendications. Et il venait avec toujours autant d'intérêt, mais discrètement, il se mettait dans un coin, il attendait, il écoutait. Et le jour où il a décidé de ne plus venir, il m'en a parlé, parce que j'étais un des jeunes qu'il avait vu arriver. Et il m'a dit, tu vois, regarde, il y a à peu près la moitié de la salle qui ne me connaît plus. Et c'était vrai. C'était normal, c'était le renouvellement des générations. Il m'a dit, bon, maintenant, c'est peu la peine que je vienne. Après sa retraite syndicale, Robert Bottreau se retire à Beaugency. Robert Bottreau a été élu au conseil municipal en 1965. C'était la municipalité de M. Cartier, qui était agriculteur. Et en 1971, il a été réélu sur cette même liste. Mais le maire sortant ayant été battu, il a été d'ailleurs un des seuls adjoints à échapper à cet échec. Il a été réélu en 1971. Et Robert Bottreau siégeait, vous pouvez vous approcher, monsieur. Vous allez montrer la chaise. Ce n'est pas celle-là, c'est la suivante. Voilà, ici. Juste à côté, non, entre les deux. Voilà, il siégeait là. Et Robert Bottreau compte parmi ces personnes qui m'ont appris des choses et qui m'ont appris surtout le sens de l'intérêt général, le respect de la démocratie. Et puis déjà, à 28 ans, alors que, vous en doutez, moi je sortais des événements de mai 68, je croyais un peu à des possibles bouleversements de la société, des modes de production, à l'intérêt des travailleurs souverains. Eh bien, Robert Bottreau a été de ceux qui m'ont permis d'évoluer vers davantage de sens des responsabilités, de sagesse, de réalisme, disons. Les pieds sur terre. Je trouve pas de meilleure expression. C'est-à-dire que c'est un homme que je n'ai jamais vu s'emprisonner. Il avait ses opinions. Attention, Robert Bottreau n'était pas un invertébré, loin de là. Mais Robert Bottreau n'a jamais été un sectaire, bien sûr. Il n'a jamais été un dogmatique. Il ne faisait pas de démagogie. Il avait horreur de la démagogie. Horreur. Comme c'était un ancien métallurgiste, on l'invitait régulièrement au congrès de la Fédération des métaux, y compris quand il était retraité à Beaugency. Et à un congrès, il avait fait un discours improvisé comme ça. Il ne faut pas qu'on soit emporté demain, parce qu'il avait ces mots à l'emporte-pièce, par une civilisation mécanicienne. À un moment donné du bal, vers les minuit, l'orchestre qui a voulu jouer l'Internationale, les gens, ils ont dansé l'Internationale. Il paraît que ça se danse très bien. Alors bon, Bottreau était avec sa femme, il a dansé l'Internationale. Donc c'était le gars qui savait s'adapter. Il pouvait être un homme gai, souriant, détendu, même blagueur, avec beaucoup de finesse. Vous allez dire, mais vous ne lui trouvez pas de défaut à ce Bottreau? Ben non, jamais trop.